and the first speaker of the session is Duja Bumaza. So I would like to briefly introduce her. So, in French, elle est doctorante à l'université de Grenoble-Alpes, où elle est maintenant en préparation de sa thèse dans le cadre d'un projet visant à intégrer l'analyse, donc philosophie analytique et la philosophie bergsonienne de la mémoire. Elle est aussi membre du centre de philosophie de la mémoire, Center of the Philosophy of Memory in Grenoble University. Elle est déjà organisé quelques colloques, ateliers là. Et donc, elle est vraiment active maintenant. Et surtout, ce qui est important, c'est que elle a obtenu une bourse en France et qui lui permettra de séjourner pendant environ 6 mois au Japon à partir du mois de mars à Keio University, donc l'université de Keio, à mon université. Et donc, et là, bien sûr, elle avancera à la rédaction de sa thèse et tout en contribuant au renforcer les échanges entre les recherches françaises et japonaises. Voilà. Donc, la parole est à toi maintenant. Merci à Sushi pour la présentation, et merci Katerina et Paulina sur l'organisation de ce colloque est très intéressant jusqu'à aujourd'hui et je pense pour les prochaines présentations également. Alors je vais partager mon écran comme ça je perds pas plus de temps. J'ai 30 minutes de présentation, c'est ça? Et il y a Sushi, 30 minutes de présentation à peu près. Ok, merci. Donc je suis très ravie d'être Oui. ici parce que c'est ma première présentation auprès de Bergsonien et en plus en français, donc c'est plein de nouveautés. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'objet de ma thèse et particulièrement un aspect de ma thèse donc, qui est la discussion entre la philosophie analytique et bergsonienne à partir de la fonction de ce concept de mémoire épisodique présent en philosophie analytique. Euh, ouais, voilà. Donc, un petit peu de contexte en introduction pour initier cette discussion. C'est tout d'abord l'idée de ce concept de mémoire épisodique, qui est un concept qui a été pensé par Tulving pour la première fois en 72. C'est un concept qui est central pour la philosophie analytique de la mémoire, ainsi que pour la psychologie cognitive. Et en fait, elle est définie, pardon, comme cette capacité à se remémorer des événements passés personnels dans un cadre spatio-temporel précis. Et c'est la définition que donne Tulving en 72 et qui fait consensus encore aujourd'hui. Et ce que je veux proposer, c'est qu'il y a une résonance dans cette idée de mémoire épisodique dans le concept de mémoire-image bergsonien, que Bergson propose dès 96 dans Matière et mémoire. Et ce qui est impressionnant encore aujourd'hui, quand on connaît la notoriété de Bergson de son temps, c'est cette presque absence, sauf avec les travaux qui sont initiés et émergents, notamment avec le projet Bergson au Japon. C'est cette absence de discussion entre la philosophie bergsonienne de la mémoire et la philosophie analytique, ou du moins cette peu présence, disons. Et donc en fait, tout d'abord, donc en psychologie cognitive et en philosophie de l'esprit notamment, il y a une taxonomie de la mémoire à long terme qui divise la mémoire en trois formes de mémoire. Il y a ce qu'on appelle d'abord les mémoires procédurales, qui est cette mémoire non représentative, non consciente, et c'est une rétention d'un savoir-faire acquis sous la forme d'habitude par la répétition. Et donc, bon, moi, je pense qu'il y a une grosse ressemblance avec le concept de mémoire habitude, voire similarité chez Bergson, mais c'est pas l'objet aujourd'hui et je serais ravie d'en discuter lors des échanges. Par exemple, donc, c'est cette capacité à surfer. Et le deuxième type de mémoire est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. C'est une mémoire, au contraire, la représentative, déclarative, et c'est une mémoire qui préserve des connaissances impersonnelles et conceptuelles telles que des faits, par exemple. Donc, par exemple, le fait que Alger soit la capitale de l'Algérie. Euh, et enfin, la mémoire épisodique, spoiler, ça va être l'objet de mon intérêt aujourd'hui,
C'est une mémoire représentative et déclarative à l'instar de la mémoire sémantique et c'est une mémoire qui préserve des événements subjectifs qui ont été vécus par un individu capable de se les remémorer dans le présent et qui sont accompagnés, donc ces, événements, subjectifs remémorés sous la forme de souvenirs donc, d'un sentiment de continuité de soi dans le temps. Par exemple, le souvenir de mon réveillon, 2024. Et là où je pense qu'il y a un écho assez important dans la philosophie bergsonienne, c'est que, chez Bergson également, on trouve, une distinction entre plusieurs formes de mémoire, et notamment à partir de la le fonctionnement et le processus de ces différentes formes de mémoire pour en saisir le processus, les interactions et l'ontologie de ces mémoires. Et notamment, il y a une distinction, pardon, très, célèbre et fondamentale entre la mémoire habitude, et la mémoire pure dans matière et mémoire, mais également entre la mémoire habitude et la mémoire image, qui est cette mémoire des représentations, que Bergson présente dès le 2e chapitre de Matière et mémoire. Et ce qui est intéressant donc, c'est que Bergson propose, la mémoire habitude comme étant, cette mémoire qui se contracte dans des mécanismes corporels, qui ne retient pas le passé sous forme de représentation consciente, pardon. Donc ça fait écho avec cette mémoire procédurale, automatique, résultat de répétition. Ensuite, c'est la mémoire image qui elle, je cite Bergson quand je dis qu'elle imagine, dans le 2e chapitre de Matière et mémoire, qu'il définit comme une représentation. Hem et en fait, ce sont les souvenirs purs de la mémoire pure virtuelle qui sont actualisés sous la forme d'images mentales et je pense que la mémoire image, c'est vraiment cet intermédiaire entre la mémoire pure et la mémoire habitude qui permet, d'agir et d'actualiser les souvenirs purs et surtout d'actualiser le passé, dans le présent. Et enfin, donc cette mémoire pure qui est la durée, bergsonienne la durée, pardon, individuelle qui se conserve et qui conserve le passé pour permettre ensuite son actualisation par, la mémoire image dans, l'action immédiate. Là où la mémoire pure, elle, est, cette, maintenance de la continuité de l'existence, de l'identité, je pense, de l'individu. Et donc, celle qui, je pense, qu'on correspond le plus, et partage le plus de similarités avec la mémoire épisodique en philosophie analytique, c'est la mémoire image. C'est, ce moment de rappel, sous forme de représentation mentale, du passé personnel. Et en philosophie analytique, il y a cet intérêt, porté sur la nature de la mémoire épisodique, jusqu'au début des années 2000, où il y a une émergence, grâce à l'émergence des imageries cérébrales, de nouvelles questions ont émergé, en philosophie, en psychologie cognitive, notamment sur, la fonction de la mémoire épisodique. Donc en se demandant pourquoi est-ce qu'on a une mémoire épisodique, donc tout ce qui est relatif à la question biologique, quel rôle joue ce système cognitif au sein du système mnésique général? Et ce que les philosophes analytiques ne défendent pas, c'est que Bergson avait proposé dès 1896 une philosophie de la mémoire qui certes s'inscrit dans sa philosophie de la durée, hem mais qui permet, tel qu'il le présente dans l'évolution créatrice, de proposer, une étude enfin, des processus mnésiques, en défendant que, parce que la mémoire est conservation du passé, elle est comment dire? Elle peut nourrir la création perpétuelle, par exemple dans l'évolution créatrice, mais également dans Matière et mémoire. Parce que le passé coexiste avec le présent, par l'intermédiaire de la mémoire image et donc l'actualisation des souvenirs purs, hem, il y a cette possibilité de proposer à la fois une ontologie de la mémoire, comme le présente Bergson, mais à partir d'une étude, disons, sur la fonction de ces différents processus. Et donc mes 2 thèses, pardon, aujourd'hui, Hem, part d'une hypothèse qui est celle que les 2 perspectives peuvent être enrichies à partir d'une mise en dialogue et que ces 2 thèses sont donc interconnectées, sont l'idée qu'on peut poser des fondements d'une discussion entre philosophie bergsonienne et philosophie analytique à partir de cette perspective de la fonction. Donc s'il y a des désaccords ontologiques, je pense qu'à partir d'action de la fonction de la mémoire, il y a une discussion qui est même, plus qu'encouragée, je pense, nécessaire, sinon ma thèse n'aurait pas vraiment de sens. Et donc je pense que c'est par le biais de cette approche pragmatique, qui est présente chez Bergson, et qui commence à émerger, en philosophie analytique. Donc cette idée que la mémoire sous-tend l'action et propose des réponses au présent, qu'on pourrait proposer une nouvelle fonction à la mémoire.
Donc déjà, qu'est-ce que j'entends par fonction? Donc à ce jour, comme je disais très rapidement, parce que le temps passe, il n'y a aucune, étude philosophique systématique qui a été réalisée sur la question de la fonction. Ça commence à émerger, no bien qu'il y ait eu des études sur à partir de la question de la nature de la mémoire épisodique, il y a eu des études qui ont, interrogé les différents systèmes mnésiques et leurs interactions. Hem, donc grâce aux données empiriques que l'on a pu observer dès les années 2000, il y a cette émergence de l'action de la fonction qui apparaît et notamment qui pose des questions sur lesquelles je vais revenir plus tard. Donc je me permets d'aller un peu vite, ici pour, me concentrer par la suite sur les moments plus importants de la discussion. Sur les questions telles que: que fait la mémoire épisodique pour nous et pourquoi l'avons-nous? À quoi sert la mémoire épisodique? Est-ce qu'elle ne sert qu'à se souvenir du passé? Et donc là, il y a des théories préservationnistes qui proposent, que la mémoire permet la préservation du passé et d'autres, théories, donc simulationnistes, bien sûr, je reviendrai là-dessus par la suite, qui proposent qu'au contraire, la mémoire épisodique ne sert pas à se souvenir du passé, mais à imaginer l'avenir, à l'anticiper, pardon. Et enfin, bah, est-ce que la mémoire épisodique, parce que c'est la préservation de moments personnels passés, elle ne peut servir qu'à des fins personnelles? Est-ce qu'elle ne peut pas être collective? Et donc, là, il y a des thèses, qui proposent une autorité épistémique de la mémoire épisodique, à des fins relationnelles, sociales, pardon, et communicatives. Et donc, mon intérêt dans ma thèse, plus généralement et aujourd'hui également, c'est, cette relation entre fonction évolutive et fonction causale. La fonction causale, qu'est-ce que c'est? En philosophie analytique, c'est l'explication d'un mécanisme par son rôle immédiat, donc présent dans un système, et c'est par exemple le rôle, du cœur, dans, la distribution de l'oxygène dans le corps ou, de la mémoire épisodique dans, le phénomène de, réminiscence ou de reconnaissance. Et la fonction biologique, elle, renvoie à l'histoire évolutive. Donc c'est ce qui se rapporte à, la théorie, la sélection naturelle, de Darwin, notamment et cette idée que, une aptitude est favorisée pour permettre, la survie et la reproduction d'une espèce. Et donc là, c'est là que, que les questions émergent sur, grâce aux études de neuroimagerie sur, ben, la question: «Pourquoi est-ce qu'on a une mémoire épisodique et personnelle? À quoi ça nous sert?» Hem, Est-ce qu'elle a une fonction propre et est-ce que, elle ne serait pas, par exemple, une adaptation, d'un autre système mnésique, en fait? Et ce qui est passionnant, c'est que Bergson a posé ces questions-là en 1907 et en 1896, et notamment donc dans l'évolution créatrice, même s'il distingue pas dans l'évolution créatrice et matière et mémoire clairement ce qu'il entend par fonction, quand même il reste, dans l'évolution créatrice en tout cas, en discussion avec, la théorie de l'évolution et il proposerait donc, tel que je l'entends moi dans ma lecture, hem, l'idée que, la fonction active et adaptative de la mémoire, en fait, elle par la conservation qualitative de la durée, pardon, elle permet de répondre à des besoins immédiats. Pardon. Et dans Matière et mémoire, là, il évoque cette interaction entre différentes formes de mémoire, la mémoire pure, la mémoire image, la mémoire habitude. Et cette dynamique de la mémoire permet à la durée de se conserver et d'accompagner le vécu d'un individu, hem, pour, agir dans le présent ou pour, permettre, un acte libre, par exemple, en fonction de notre attention à la vie. Donc, juste un petit résumé pour cette partie. Il y a 2 sens de fonction qui sont distingués en philosophie de la biologie, et philosophie analytique. La fonction causale qui répond au comment et la fonction biologique qui répond au pourquoi. Et donc, ces perspectives fonctionnelles, qui selon moi sont présentes chez Bergson, bien que ce soit pas peut-être, qu'il ne dévoue pas une analyse aussi spécifique et systématique que la philosophie de la biologie actuelle, par exemple. Mais je pense que cette discussion est possible à partir de cette perspective-là et qu'elle est très intéressante. Et donc dans une troisième partie, je vais, présenter, ce qu'est la mémoire épisodique, la mémoire bergsonienne, image et pour voir surtout, est-ce que, tout ça, ça a un sens parce qu'elles convergent ou est-ce qu'au contraire, il y a rien à dire sur le parce qu'elles divergent. Hem Et donc qu'est-ce que la mémoire épisodique? Donc c'est ce concept, comme j'ai présenté plus tôt, qui a été suggéré par Tulving et surtout il le Hem, comment dire? À l'instar de Bergson, il définit ce qu'est la mémoire épisodique en distinction avec un autre système, donc qui est
des formes de mémoire chez Bergson, mais qui a un système sémantique, donc cette mémoire des faits, en, dès 72. Et donc, il le définit, et en philosophie de l'esprit, on le définit comme une capacité neurocognitive qui préserve des événements personnels passés. Excusez-moi. Ainsi que, décidément, ainsi que leur contexte spatio-temporel précis. Donc, c'est une capacité qui préserve le quand, le où et le quoi du passé personnel. Et donc, elle permet à l'individu de se rappeler volontairement, consciemment, des expériences vécues sous la forme de représentations mentales présentes. Donc par exemple, là, je me rappelle, les moments où j'ai fait ces slides pour, anticiper ce qu'il y a par la suite, et je me revois en train de préparer ces présentations. Et ce souvenir est accompagné, selon Tulving, d'une conscience autonoétique. Donc cette, conscience de soi comme ayant expérimenté, ces événements préservés dans le passé, et comme les revoyant mentalement sous forme de représentation dans le présent. Donc, on sent déjà intuitivement beaucoup de ressemblances avec Bergson. Et Tulving, une autre caractéristique de la mémoire épisodique, est l'idée que elle permet de voyager mentalement dans le passé, éventuellement dans le futur, grâce à cette conscience autonoétique qui permet donc de se souvenir et d'éventuellement anticiper. Et si je me concentre sur Tulving, c'est vraiment parce que c'est une autorité dans le domaine, et que même s'il y a quelques débats aujourd'hui, sur, certains aspects, comme toujours en philosophie, il y a des gros consensus sur, ces caractéristiques de la mémoire épisodique. Et donc c'est ce système qui est cognitif et qui interagit avec d'autres systèmes. Comme je le disais, s'il y a certains débats, et notamment sur la vivacité et la spécificité du souvenir épisodique, il y a consensus sur l'idée que ces souvenirs correspondent à des événements personnels vécus par un sujet qui se les remémore dans le présent. Par exemple, il y a des cas d'aphantaisie, donc des personnes qui n'ont pas la capacité d'avoir des images mentales qui ont été observées. Il y a quand même un consensus suffisant que la forme de rappel des souvenirs pour toute personne capable d'imagerie mentale se fait sous la forme de représentation dans le présent. Et également pour la question de la conscience autonoétique, il y a des philosophes tels que de Brigard, par exemple, qui vient juste de publier un article qui, en remettant en question cette nécessité de l'expérience subjective, mais quand même, il y a un consensus suffisant dans la notion de mémoire épisodique pour dire que ce sont ces événements personnels rappelés consciemment par un sujet dans le présent. Et donc, pour conclure, donc cette mémoire épisodique, c'est cette capacité à se souvenir du passé et à anticiper, imaginer le futur. Donc il y a vraiment cette perspective de voyage mental dans le passé ou dans le futur. Et ce qui va être intéressant avec Bergson, c'est que bah, il va nous donner le voyage mental dans le présent. Et donc, juste pour un petit résumé, cette mémoire épisodique, c'est un type de système cognitif qui interagit avec d'autres systèmes, sémantiques ou perceptifs par exemple. C'est une mémoire qui conserve les expériences subjectives d'un sujet capable de se le remémorer consciemment, et elle permet de voyager mentalement dans le temps. Et la mémoire bergsonienne, si Bergson n'utilise pas les termes de mémoire épisodique et mémoire sémantique, néanmoins, le philosophe de la durée propose de distinguer fonctionnellement une mémoire du corps, habitude, et une mémoire de l'esprit, mémoire pure, tout en suggérant, je pense, une psychologie de la remémoration et de la reconnaissance par le biais du souvenir-image, et donc de la mémoire-image. Et cette distinction, elle est manifeste dans le célèbre exemple de la leçon. Donc pour des questions de temps, je ne vais pas lire tout l'extrait, mais j'ai mis en rouge les passages qui me semblent essentiels pour énoncer cette distinction qu'on retrouve dans le chapitre 2 entre ces différentes répétitions de la leçon, ce progrès et cette répétition qui amène à une habitude, et chaque lecture individuelle passée, des moments que j'ai pris pour apprendre, pour lire Matière et Mémoire et pour lire le chapitre 2, pour comprendre, qui se distingue des passages que je peux connaître par cœur, par exemple de Matière et Mémoire, et que j'ai pu répéter pour les mémoriser sous la forme d'un automatisme. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans cet extrait, c'est lorsqu'il dit que chaque lecture se présente à mon esprit comme un événement précis de mon histoire. Exactement la définition que l'on peut donner de la mémoire épisodique, cet événement précis de mon passé, donc personnel, et surtout cette idée que ces images, pardon, sont des souvenirs. Donc l'idée que ces lectures individuelles se présentent sous la forme de souvenirs.
Et donc, la mémoire bergsonienne, s'il, présente, 3 formes de mémoire, la mémoire habitude, qui sont ces mécanismes corporels équivalents à la mémoire procédurale. La mémoire image qui m'intéresse, je pense, vraiment pour cette similarité avec la mémoire épisodique, qui est ce passé réactualisé, cette idée de souvenir d'un moment précis passé personnel et qui est rappelé sous la forme d'une image mentale consciente pour permettre au corps d'agir dans le présent et réagir au présent et aux perceptions présentes. Et enfin, la mémoire pure qui est la durée, la conservation de la durée et l'idée d'un souvenir qui est latent et virtuel. Et et donc en fait, je pense que si pour Bergson, la mémoire pure conserve un aspect ontologique plus profond, qui fait débat avec la philosophie analytique, parce qu'elle n'est pas enfermée dans le cerveau, là où pour la philosophie analytique et la psychologie cognitive, la mémoire est dans le cerveau, c'est un système neurocognitif, il y a quand même une survie de tout le passé dans le présent, qui offre un ancrage à une métaphysique de la durée, mais qui surtout permet de défendre une mémoire dynamique et une mémoire qui, si elle est préservation de la durée, elle reste coexistante avec le présent, en fait. Grâce à la mémoire image, je pense, qui est cet intermédiaire entre la mémoire pure et la mémoire habitude, entre l'esprit et le corps, et entre le passé, je pense, et le présent. Et donc, juste pour reprendre rapidement, cette mémoire bergsonienne, c'est une mémoire personnelle. Elle préserve des moments spécifiques passés, pardon pour l'erreur, la faute d'orthographe, et elle actualise les souvenirs purs sous la forme d'images mentales conscientes dans le présent. Et surtout, elle permet une certaine anticipation de l'avenir et un retour vers le passé en fonction de notre attention dans la vie que Bergson développe, notamment dans l'exemple du cône. Mais malheureusement, 30 minutes, c'est trop court pour parler de tout matière et mémoire, donc Hem, je ne peux pas l'évoquer tout de suite et ce qui est très intéressant, c'est que dans la philosophie analytique actuelle qui initie une discussion entre Bergson et la philosophie analytique, donc par exemple, les ouvrages, qui émergent du projet Bergson au Japon, l'œuvre Bergson de Marc Sinclair, par exemple, il semble y avoir cette identité entre la mémoire épisodique et la mémoire bergsonienne, hem justement, comme le dit par exemple Sinclair, lorsqu'il dit, «Je peux me souvenir en principe de chacune des occasions où j'ai lu le texte», quand il parle de l'exemple de la leçon bergsonien et il dit: «Ces lectures sont des épisodes datés dans la mesure où chacune, d'entre elles s'est produite à un moment donné et peuvent donc être rappelées grâce à la mémoire épisodique». Donc Marc Sinclair utilise le terme de mémoire épisodique pour ce qui semble être dans le passage bergsonien, ces souvenirs-images, donc cette mémoire, ce moment de rappel, du souvenir virtuel en, image mentale. Et donc il semble qu'il y ait cette identité entre la mémoire épisodique et la mémoire image qui est possible et que je ne suis pas la première à proposer évidemment, mais qui je pense est intéressante parce que dans ce moment de rappel, du souvenir pur en un souvenir image, pour permettre au corps de répondre, à ce que le corps perçoit, il y a ces représentations mentales présentes d'un passé subjectif. Accompagnées évidemment de cette, conscience réflexive, d'une expérience, passée personnelle que je me remémore dans le présent. Donc cette trace du passé comme dirait Bergson. Et donc il semble que cette mémoire image fonctionne comme intermédiaire entre mémoire pure et mémoire habitude et donc j'ai fait un petit tableau pour essayer de résumer. Bon ça c'est un gros tableau, mais c'est quand même plus pratique pour avoir, une idée, je pense, des caractéristiques que j'ai évoquées plus tôt. Donc je pense que dans la mémoire en fonction de la question de la conscience de soi, il y a cette présence dans la mémoire bergsonienne, cette convergence entre mémoire épisodique et mémoire bergsonienne, pardon, parce qu'il y a une présence d'une conscience réflexive chez Bergson lors du rappel, hem et cette subjectivité qui est préservée avec la durée et d'une mémoire épisodique dans la mémoire épisodique, il y a cette présence d'une conscience autonoétique, qui accompagne le souvenir. Ce sont des expériences subjectives passées préservées. La durée se conserve, les souvenirs purs sont certes latents, et même si sur ça il y a une divergence avec la philosophie analytique, il y a une préservation d'un passé personnel. Je pense que sur la question de l'ontologie, donc de la forme du passé personnel, il y a une divergence, mais sur le fonctionnement d'une préservation d'un passé, on peut avoir une certaine similarité. Et notamment parce que ce passé préservé permet à la réactualisation des souvenirs chez Bergson selon notre attention à la vie. Donc, par exemple, permet, de réagir aux perceptions ou permet de rêver, par exemple, permet, de créer, également.
Et dans la mémoire épisodique, donc cette chronesthésie proposée par Tulving est présente grâce à la conscience qui nous permet de voyager dans le passé ou dans l'avenir. L'avant-dernier critère que j'ai évoqué, c'est cette idée d'un rappel du souvenir qui est présent chez Bergson, où le passé est rappelé dans le présent sous la forme de représentation mentale, et dans la mémoire épisodique, notamment chez Tulving, il y a cette idée que les souvenirs passés sont rappelés sous la forme d'images mentales. Et enfin, le gros désaccord, c'est cette idée d'un système cognitif qui correspond à ce qu'est la mémoire épisodique dans la psychologie cognitive et dans la philosophie de l'esprit. Mais je pense que même s'il y a des accords sur l'essence même et la nature, l'ontologie de la mémoire ou la mémoire bergsonienne pure et spirituelle, il y a quand même dans le phénomène et le processus de remémoration, de rappel, je pense qu'on peut parler de psychologie chez Bergson et qu'il y a cette idée d'un rappel du souvenir sous la forme d'images pour permettre au corps d'agir, ce qu'on retrouve dans la mémoire épisodique, dans le processus de mémoire, dans ce rappel des souvenirs, pardon, dans le présent. Enfin, dans une dernière partie, je vais vous proposer donc cette perspective analytico-bergsonienne en 7 minutes. Je pense que c'est faisable. Donc dans l'étude de Tulving et Schachter, en 94, ils proposent, cette analyse de la mémoire épisodique à partir d'une proposition fonctionnelle, pardon, et ils évoquent il existe différents systèmes de mémoire qui ont évolué dans l'histoire pour résoudre des problèmes environnementaux et que chaque système de mémoire remplit une fonction spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ils étudient un type de mémoire qui est la mémoire épisodique en fonction de la fonction d'un autre système mnésique. Et donc, cela sous-tend une interaction entre les différents systèmes et l'idée qu'il développe, c'est que si donc chaque système de mémoire remplit une fonction évolutive spécifique, alors la mémoire épisodique a une fonction épisodique spécifique. Et cette fonction, c'est la préservation de l'information. Euh, et donc, il y aurait un type d'information préservée qui est l'information personnelle, par exemple. Et en plus de cela, la mémoire épisodique, comme je l'ai dit, permet un voyage mental dans le temps, comme l'a évoqué Tulving. Et donc, il y a plusieurs théories analytiques existantes. J'ai dit que c'était la fonction de la mémoire épisodique émerge la littérature. Mais donc, il y a plusieurs perspectives évolutives et biologiques, pardon, et de fonctions causales qui émergent. Et là, c'est plutôt les fonctions biologiques que je vais présenter, mais qui ne négligent pas pour autant une interaction entre la mémoire épisodique et donc un certain rôle causal avec d'autres systèmes. Et donc, par exemple, il existe cette fonction épistémique conservative qui est proposée par Boyle, par exemple, et qui défend que la mémoire épisodique sert à se souvenir du passé. Donc, la fonction épistémique, elle fournit la base de nos souvenirs sémantiques, donc de nos souvenirs généraux. Une deuxième théorie est celle de la fonction de simulation que j'ai évoquée un petit peu plus rapidement, mais plus tôt. Cette idée que la mémoire épisodique ne sert pas à se souvenir, mais à simuler et donc à anticiper l'avenir ou à penser des faits contrefactuels, par exemple. Il y a une troisième fonction qui est communicative et donc sociale et qui propose que la mémoire épisodique est une attitude spécifique qui confère à celui qui s'en souvient une autorité épistémique. Donc, par exemple, le fait que je vous raconte un événement que je vous présente comme ayant été vécu par ma personne, donc un événement de mon passé, va participer au fait que je vais avoir une certaine autorité dans l'échange que je vais avoir avec vous et il y aura plus de chances et comment dire, de possibilités, pardon, il y aura plus de possibilités pour vous de me croire en fait, parce que il y a cette expérience de première personne que j'aurais eue dans ce souvenir-là. Donc cette attitude, cette autorité épistémique qui serait accordée par la mémoire épisodique, pardon. On préserve des souvenirs qui nous permettent, dans le collectif, d'avoir une autorité épistémique. Et enfin, donc il y a une fonction sociale qui rejoint cette fonction communicative, mais là, il y a vraiment cette idée dans cette littérature d'une fonction pour le collectif, que la mémoire épisodique permet de lier les individus entre eux. Donc il y a cette idée d'une glue, d'une function as a glue. Donc il y a un petit tableau je ne peux pas évoquer toutes les fonctions, mais je serais ravie de rediscuter ça lors du moment d'échange. Mais généralement, il y a cette idée qu'il y aurait une fonction
pour le passé, pour l'avenir, pour le social, le collectif, mais où est le présent là-dedans? Et donc ce que je propose, c'est que justement Bergson, avec sa philosophie de la mémoire, vient amener cette idée que la mémoire serait pour le présent, que, la mémoire serait, la que le fait que les souvenirs soient rappelés, ce soit pour, cette coexistence avec le présent et donc pour permettre certes au corps de réagir aux perceptions, grâce au rappel des souvenirs, mais également d'agir librement, par exemple en tant qu'individu, mais de réfléchir, par exemple, également. Et donc c'est vraiment cette perspective temporelle que l'on retrouve dans la philosophie de Bergson, et qui a été présentée par Barkasi, par exemple, dans son papier de 2021, sans qu'il n'évoque une seule fois Bergson, alors qu'il vraiment c'est très intéressant de voir à quel point Barkasi propose cette perspective pragmatique qui semble faire vraiment écho avec la fonction de la mémoire bergsonienne. Lorsque, lor- euh, je parle de fonction pragmatique, je veux dire l'idée que cette mémoire soit au service du présent, de l'action présente. Et donc l'idée, c'est que chez Bergson, certains souvenirs, ceux qui sont pertinents pour éclairer la situation présente, sont rappelés la conscience dans le présent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chez Bergson, c'est une mémoire dynamique qui est au service du présent, qui permet l'anticipation de l'avenir, ce qu'il dit dans l'énergie spirituelle, dans la conscience et la vie. Mais c'est vraiment ce présent dynamique et créatif, que l'on retrouve et qui est permis par la mémoire, en fait. Et, euh, et donc, cette fonction de la mémoire bergsonienne et cette idée que les souvenirs purs sont conservés euh, permet d'agir dans le présent, d'être dans le présent tout simplement, de faire coexister le passé et le présent, et de permettre une continuité de l'individu également, et notamment grâce, je pense, à la mémoire-image qui permet l'actualisation des souvenirs et le lien entre l'esprit et le corps, sous la forme de représentation mentale. Et donc, par la suite, la mémoire aurait nous aurions la possibilité d'anticiper et de nous souvenir grâce à cette dynamique de la mémoire, euh, et à son interaction avec d'autres formes de mémoire, donc la durée conservée, mais la mémoire du corps et donc les informations que le corps reçoit par le biais du souvenir. Et donc, moi, je propose dans ma thèse, et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est cette idée d'ajouter cette fonction pragmatique pour le présent, qui, je pense, manque à la philosophie analytique, même si elle est un peu initiée par certains psychologues, tels que Glenberg, par exemple, elle reste très, très peu présente. Et donc, pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que Bergson est très pertinent pour la philosophie analytique, notamment par cette perspective de la fonction de la mémoire, bien qu'il y ait beaucoup de divergences pardon, ontologiques entre, par exemple, la mémoire pure et la mémoire épisodique. Je pense que la perspective de la fonction permet une discussion, que la mémoire épisodique est suffisamment similaire à cette mémoire image, et que si Bergson parle de différentes formes de mémoire qui semblent interagir grâce à cette dynamique de la mémoire, et ce qui fait l'ontologie de la mémoire, et on peut faire discuter cela avec les interactions entre systèmes mnésiques que l'on retrouve dans la philosophie analytique. Et donc cette approche pragmatique au sens d'une mémoire qui sous-tend l'action et propose des réponses au présent, elle offre cette possibilité, je pense, d'une nouvelle fonction tournée vers le présent et la liberté dans la littérature analytique, d'ouvrir des horizons de discussion sur la fonction biologique et causale et interdisciplinaire, notamment par exemple sur les interactions entre mémoire et perception qui ne sont pas très présentes encore aujourd'hui, notamment dans la mémoire épisodique, hormis le texte de Barkasi, les relations entre mémoire animale et humaine, où il y a de plus en plus d'études sur episodic-like memory chez les animaux. Donc, je serais ravie d'en discuter éventuellement avec vous. L'expérience du temps, quelle est notre expérience du temps? Est-ce que, par exemple, lorsque l'on manque de mémoire épisodique, lors de cas d'amnésie, par exemple, ou chez les animaux tels que les rats, tel que l'a présenté David Robb dans son papier de 2023, est-ce qu'il y a une absence de perception du présent? Est-ce qu'on est lost in time, pour reprendre les expressions des auteurs que j'ai mentionnés? Et donc, je pense que c'est pour ça que cette discussion, elle est plus que intéressante, elle est nécessaire entre ces deux courants. Et voilà, Bergson et moi, nous vous remercions de votre attention. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très très riche. Et je pense que c'était une présentation qui illustre
très bien, très bien à quel point la mémoire, la théorie bergsonienne de la mémoire se prête très bien à des recherches contemporaines et surtout interdisciplinaires. Et on sent, vous voyez, l'émergence d'une nouvelle génération de l'étude bergsonienne, je crois. Bon, alors, maintenant, on a encore 10 minutes, même moins, 8 minutes pour des échanges. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose des questions? Voilà, elle a mentionné la notion de l'autonoétique de Talving. La notion de Talving, l'autonoétique, c'est vraiment important parce que nous avons l'article très célèbre de Jean Hippolyte qui souligne déjà que la mémoire pure n'est pas un simple stockage du passé, mais participe activement à la constitution de la conscience de soi. Donc, savoir de soi. Donc, il y a un aspect de auto-savoir, pour ainsi dire. Donc, cette connexion est vraiment inspirante, je crois. Et qui va commencer? Alors, moi, je vais poser une petite question. Oui, Je sais que allez-y. c'est une question un peu à part, mais euh, donc, toujours, quand j'écoute ce genre de discussion, j'ai pas rien de contre, mais il y a un petit souci, c'est que euh, dans l'évolution créatrice, Bergson dit que la mémoire n'est pas une faculté, et ce mot, cet avertissement, ça me gêne toujours parce que donc, bien sûr, on peut parler des fonctions de la mémoire et on peut classer et on peut comparer avec la philosophie analytique. Et je crois que c'est tout à fait juste et très fructueux. Et en même temps, la mémoire n'est pas seulement cela, et c'est ça qui demanderait une explication. C'est-à-dire entre la relation entre la relation entre la fonction et ce qui n'est pas tout à fait dans ce cadre. Voilà. Mais sinon, j'ai rien de contre, hein. C'est vraiment très éclaircissant. Et puis, j'ajoute que c'est peut-être Yasushi qui a beaucoup de questions et toi, tu dois poser les questions. Voilà. Merci Sachi. Si j'ai bien compris, tu veux dire que la notion de faculté, elle sous-tendrait forcément la question d'une fonction, alors que si on considère que c'est pas une faculté, justement, il y aurait l'absence d'une fonction. Si j'ai bien compris. Oui, oui, alors oui, parce que ça encadre la notion de faculté, la notion de fonction, ça encadre déjà, par exemple, dans le processus évolutif, on doit, comment dire, présupposer un certain cours, certain processus bien sûr, donc dans le processus évolutif, il y a ce genre de sens, ce genre de direction, mais en même temps, la mémoire, justement, comme Yasushi a rappelé donc à l'article de Hippolyte, justement, donc ça promeut ce processus même. Alors dans ce cas, dans cette promotion, il y a un certain sens et en même temps une autre possibilité. Il y a d'autres possibilités d'aller dans d'autres sens. Donc, c'est pas forcément dans la fonction, comment dire, voilà. Bah, je pense que, enfin, je suis assez d'accord avec toi et ça me posait problème au début, justement, le fait qu'on parle de faculté mnésique, alors que Bergson, lui, dans l'évolution créatrice, renie cette conception de faculté. Mais je pense qu'on peut soit être un peu lâche et parler simplement de processus mnésiques et de phénomènes mnésiques pour accentuer cette dynamique du rappel, je pense, qui est également pris en compte dans la notion de fonction. Enfin, en tout cas, c'est comme ça
que je te répondrai. Je ne sais pas si la réponse te convient. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, mais peut-être. On peut poser les Ouais. questions Oui, oui. en anglais aussi, hein, parce qu'elle parle parfaitement bilingue. Donc, voilà. Oui, oui. Bon, on a encore 3 minutes. Donc, alors, okay. So, you, uh, in, in today's talk, you put on some certain, how to say, uh, underline on the notion of the attention to the life. So so the question for the Bergson scholars, the question is against in regarding your talk would be the pure memory can be reducible to the present or pragmatic aspect. So because Bergson pure memory has a has a very much say has a strong importance for his philosophical corpus, you know. So for him, the theory of memory is not proposed in order to have to explain our ordinary uh, function of our cognitive faculties, you know. So they are much more bigger picture, you know, for him, the creativity, life, you know, and time, you know, the question of time. So so how do you react that? Maybe this question would be related to the Hisashi's one, you know. So as you clarified, so Bergson the theory of memory has a very much correspondence between with current discussion about these topics, but at the same time, Bergson has a larger picture, you know. So how do you think about that? Um, so it was a problem when I started my PhD because when I was talking about pure memory, analytic philosophy were like, what? No. Um, and I think that if we're talking about like the pure memory in like we're trying to build some similarities between pure memory and episodic memory that might be a little bit too hard because like the ontology of memory is not for the present as you mentioned, and I Mm. think that one way to go is that, and also because of the difference in like like the similarities shared, I think it's more if we focus on the dynamic aspect of memory, then we could say that these memory can be used for the present without saying that it is Mm. their main function, because it's not their main function when they're pure. But that it could be one of their function, especially because they can be like actualized in mental images. So I would focus more on I think one way to create this discussion would be more on focusing on this, more in focusing on this idea of like the dynamic aspect of I see. memory in general in Bergson philosophy. But thanks. I see. I see. I totally understand. Oh. Thank you. So, okay, so it's time. So thank you for. Merci beaucoup pour la première présentation de Jean.